les sorcières. Donc je vous refais un petit débrief. On a vu que pour l'étymologie, il y en avait plusieurs et elle bougeait en fonction des époques. On a vu que globalement c'était l'association entre la femme et le mâle qui vient en grande partie des religions monothéistes ou même la mythologie. On a vu qu'il y avait durant l'Antiquité, c'était surtout des enchantresses, plus que des sorcières à proprement parler, mais qui commençait à avoir une distinction entre les gentilles et celles qui faisaient plus peur. Là, je vous ai parlé de quelques grands noms, particulièrement de Hécate. Je vous mettrai la rediffusion sur YouTube en coupé. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on commence à voir certaines choses, entre notamment des punitions. Je vais raconter l'histoire de Mélusine. Ensuite, on a eu le Moyen-Âge, où on va voir la chasse des païens. À la base, c'était juste la religion, la chrétienté qui a voulu s'imposer comme seule et unique religion. Du coup, il a commencé à chasser les païens qui avaient juste des autres divinités. Parfois, c'était juste de la nature, ce genre de choses. Et en fait, ça s'est transformé en quasiment exclusivement chasse aux femmes. Et on va voir qu'en fait, ça se passe pas pendant le Moyen-Âge, mais ça se passe pendant l'époque moderne, contrairement à ce que quasiment l'écrasante majorité des personnes pensent, parce que la fin du Moyen-Âge finit en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et la première représentation des sorcières a été en 1462, donc très clairement sur la fin du Moyen-Âge. Et ah oui, il y avait une atmosphère de peur, parce qu'il y avait eu la grande peste et beaucoup de malheur sur l'humanité. Donc dans ce sentiment de peur ultime, les gens cherchaient des boucs émissaires, et ils se sont dit, voilà, ok, ça sera toi. L'âge des Lumières, un obscurantisme total entre 1500 et 1700, donc ces 200 ans-là. Il y a eu le début de l'imprimerie qui a fait que le Malefice Maleficam, le marteau des sorcières, s'est répandu en Europe, et c'était un livre qui disait comment trouver des sorcières, et en fait, peu importe, tout était bon pour dire que les gens en étaient, quoi. Il y a eu plus de 100 000 procès, entre 700 et 800 exécutions, et plus de 70% des condamnés étaient une femme. La sorcellerie est ici de l'imagination des gens vivant dans la culture de la peur. Et c'est surtout un mouvement rural et pas tant ecclésiastique. On voit qu'il y a eu aussi beaucoup de représentations de la luxure. En fait, il disait que les femmes faisaient des orgies avec le diable, avec les démons, ce qui les décrédibilisait auprès de l'église. Donc voilà, donc il y a eu cette image-là qui est très, très rapidement restée dans les têtes des gens. Ce qui fait que on va pouvoir switcher. Donc je vous ai fait un petit résumé de ce qu'on a vu mercredi, de l'évolution de la déesse de la sorcière de l'Antiquité à l'époque moderne. Je vous rappelle, si vous avez envie, vous avez la page Ko-fi pour soutenir l'émission et le travail fourni. Vous pouvez faire un don, il y a 3 paliers, dont libre, dont en dessous de 10 € et dont au-dessus de 10 € avec un petit objet qui est envoyé chez vous. Et dans tous les cas, vous avez un petit souvenir de l'émission. Donc maintenant, on va s'en fond à l'époque contemporaine. J'ai écrit l'époque moderne, mais c'est l'époque contemporaine. Bon, corrigez dans votre tête sur la première image, c'est l'époque moderne. L'époque contemporaine. En fait, c'est ça, c'est que moi-même, je me trompe. C'est l'époque contemporaine qui est de 1800 à nos jours. Je la voyais beaucoup plus loin, l'époque moderne. Mais non, apparemment, c'est avant. La figure de la sorcière envahit la littérature et les spectacles. On la retrouve souvent même dans les pièces de théâtre jouées devant le roi à Versailles. C'est l'histoire de Jules Michelet qui, en écrivant La sorcière en 1862, rompt avec l'image maléfique. Le livre s'ouvre par l'introduction. Nature les a faites sorcières. C'est le génie propre de la femme et de son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse et sa malice, souvent fantastique ou bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les mots. L'unique médecin du peuple pendant 1000 ans fut la sorcière. Jules Michelet fait paraître une œuvre qui va choquer nombre de ses contemporains. À une époque où la figure de la sorcière n'est guère questionnée par les historiens et reste associée dans l'imaginaire collectif au diable et à la magie noire, l'écrivain de 64 ans va faire d'elle une véritable héroïne. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à se tromper. Du coup, là, on est dans l'époque contemporaine, contrairement à ce que j'ai écrit dans mon titre. Et ils pensaient pas que ça pouvait être à l'époque moderne, donc juste avant eux. Et c'est pour ça que c'est eux, les historiens à ce moment-là, qui l'ont mis dans l'époque du Moyen-Âge. Et c'est là qu'on a compris, en fait, c'est là qu'il y a la confusion collective qui a commencé à se faire. À la suite de ces ouvrages, L'amour sorti en 1858 et La femme en 1859, Michelet conçoit en effet son livre comme un hymne à la femme.
et la sorcière étant dépeinte comme l'incarnation même au féminin. Face à elle, un ennemi que l'auteur, dans le style enflammé, qui est sa marque de fabrique, désigne à chaque page l'Église. Violemment anticlérical, le livre avance en effet l'idée que la société a été sous l'Ancien Régime, et en particulier au Moyen-Âge, la victime systématique des pouvoirs religieux, ici décrit comme une entité corrompue baignant dans le fanatisme et l'ignorance, pour micheler l'obscurantisme et du côté du christianisme, non des guérisseurs, qui étaient souvent les seuls recours médicaux du peuple. D'où date la sorcière, demanda-t-il dans son introduction. Je dis sans hésiter, du temps du désespoir profond que fit le monde de l'Église. Voilà, ça a été un des grands livres qui est sorti, et c'est comme ça en fait qu'on a eu dans l'imaginaire collectif l'idée que la chasse aux sorcières c'était au Moyen-Âge et dû à l'Église. Et en fait, il y a pas mal d'historiens qui se sont penchés après sur ça, parce qu'on rappelle que son livre, il l'a sorti en 1862, donc c'était il y a quand même assez longtemps. C'était il y a 180 ans, et peut-être un petit peu moins. Et du coup, il y a eu d'autres recherches maintenant qui amènent tout ça. Mais je trouve ça intéressant aussi de trouver d'où viennent les erreurs historiques qu'on a communément dans nos esprits. Voilà, puis en plus, vu qu'il était très anticlérical, donc contre l'Église, ça a dû jouer dans son envie de encore plus les inculquer. L'autrice de thèse sur l'imaginaire démoniaque dans la littérature française, Marianne Clausson, souligne que le personnage a déjà basculé dans la fiction alors même que sévit encore la chasse aux sorcières, donc le personnage de la sorcière. Comme on l'avait vu dans le début de cette émission, les démonologues et les personnes vivant dans un grand climat de peur se sont créés tout un imaginaire autour des sabbats, qui sont des prétendues assemblées nocturnes des sorcières, souvent associées à des rituels démoniaques. Dans l'imaginaire collectif, lors de ces rassemblements, les femmes avaient une sexualité débridée, bien sûr problématique aux yeux de l'Église, dont cela a énormément joué à l'érotisation de la figure de la sorcière, qui explique en partie la fascination qui est encore présente aujourd'hui dans l'imaginaire occidental. On retrouve donc deux images contraires. La jeune femme, souvent l'héroïne qui est séduisante et mignonne, et la vieille femme, souvent monstrueuse et méchante. Et souvent la méchante. Durant le XXe siècle, la littérature, peinture, séries TV, cinéma, bande dessinée, manga, etc. s'emparent de l'image de la sorcière et la transforment complètement. Donc là, je vais vous parler de l'apparition au cinéma. Du coup, je voulais quand même nous changer de musique parce que je me dis, allons dans une petite taverne. Voilà. On retrouve donc les sorcières dans les littératures, dans les grandes pièces de théâtre et particulièrement à l'opéra. Comme dit Jean-Jacques Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse en 1769, aussi les magies, les évocations et toutes les autres fêtes du sabbat, elles ont toujours ce qu'on admire le plus à l'opéra français. On les retrouve dans la BD, dans les images, mais là où elles vont prendre encore plus d'ampleur, c'est au cinéma. La première sorcière à apparaître au cinéma est généralement considérée comme étant la sorcière du film Le Manoir du Diable, réalisé par Georges Méliès. En 1896, c'est un pionnier du cinéma français et il est célèbre pour ses contributions au développement des effets spéciaux et de la magie au cinéma. J'avais fait une exposition à Paris sur Georges Méliès, j'avais tellement adoré. C'est lui du coup qui a fait l'image qui est assez connue, qui est en haut à gauche au-dessus de Nénuphar. Bon, si vous la connaissez pas, il n'y a pas de souci, hein. Mais sur le voyage dans la lune, où c'était un vrai humain en fait, qui était avec son visage dans la lune, avec du papier mâché, ce genre de choses autour. Et en fait, il filmait en noir et blanc, et après il colorisait les pellicules. C'est pour ça qu'on voit que la lune, enfin c'est vert autour et c'est rouge une sorte de vaisseau spatial que la lune se prend dans le visage. Mais voilà, j'adore ces petits trucs comme ça de création du cinéma. Donc dans Le Manoir du Diable, Méliès joue lui-même le rôle de la sorcière. Donc c'est l'image que je vous ai mis devant Nénuphar, donc au centre, qui apparaît dans une scène où elle effectue diverses incantations et des tours de magie. Le film est considéré comme l'un des premiers exemples du cinéma d'horreur et des effets spéciaux. Cette courte œuvre de Méliès est un jalon dans l'histoire du cinéma, car elle a introduit le thème de la sorcière et de l'horreur au cinéma, un genre qui allait se développer au fil des décennies et influencer de nombreux films d'horreur ultérieurs. Avec l'apparition du cinéma, les réalisateurs et les réalisatrices adorent travailler avec des trucages et des effets spéciaux. En fait, c'est un peu en mode « oh là là, on peut inventer la réalité ». Et ils adorent, au tout début du cinéma, il y avait plein de trucs comme ça où tu vois les personnages qui disparaissent, mais parce que c'est coupé, parce que c'est très mal fait, entre guillemets, mais c'est touchant de leur début, quoi. Et du coup, donc l'imaginaire de tout ce qui était magique
allait parfaitement avec tout ce qu'ils pouvaient essayer, tout ce qu'ils avaient envie de découvrir, de possibilités à faire avec tout ce qui est le cinéma, quoi. Je trouve ça hyper cool de voir comment ils se sont apportés l'un l'autre, l'un en mettant ça en lumière et l'autre en leur permettant d'être super créatifs. Dans MG, dans Imaginaire, il y a magie. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que tout est lié. Tout est lié. Et là, je vous avais dit sur le Discord, oh my god, j'ai découvert un truc de dingue, c'est ça. Je n'en avais mais vraiment pas la moindre idée. Parce qu'en fait, en lisant tous mes livres et tout, à chaque fois, dans les livres que j'ai lisés pour l'émission, il disait oui, l'imagerie qu'on a dans notre imaginaire, donc le chapeau pointu, le nez crochu, tout ça, le chaudron et le chat noir, on l'a des États-Unis. Mais jamais dans les livres il y avait marqué parce qu'il se passait ça aux États-Unis. Du coup, j'ai tapé sur les internets. Pourquoi les États-Unis, les sorcières, le chapeau pointu, tout ça. Et là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. En fait, j'ai enfin appris pourquoi on avait cet imaginaire-là, chapeau pointu, chaudron et chat noir pour les sorcières. Alors, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc, ça nous vient vraiment des États-Unis. On verra que ça a été renforcé de ouf par le film du magicien d'Oz. Chapeau pointu, tu lu tutu. Donc, j'ai trouvé plusieurs hypothèses. Certaines... Alors, je vais commencer par la pas cool. En fait, tout doit être lié. Pour moi, dans l'histoire, ce genre de choses, il n'y a pas une hypothèse qui est l'unique... Pardon, j'arrête pas de taper mon micro. Qui est l'unique vérité. C'est que, en fait, toutes elles ont sûrement cohabité ensemble et elles ont créé ce personnage-là. La pas cool, c'est que, toujours, vraiment, je suis infiniment navrée pour eux, la persécution des Juifs, encore et toujours, et comme avec l'étoile de David, ils étaient obligés de porter un chapeau pointu pour être distingués dans la société aux États-Unis. Et vu qu'ils étaient considérés comme le mal, le pas bien, parce que pas la bonne religion, ni nana, et ben, c'était catégorie mauvaise personne, chapeau pointu, donc il y a eu ça, qui a dû sûrement s'ajouter à la suite aussi, enfin les deux se sont très certainement combinés. Et l'autre qui est un peu plus fun, c'est que jusque dans les années 1500, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une campagne de diffamation qui accuse les femmes brasseuses d'être des sorcières, le brassage était principalement le travail des femmes. C'est fou, hein. On a tendance à très vite oublier. Et même dans mes recherches, j'ai aussi vite appris qu'elles avaient une grande importance dans la vie au Moyen-Âge. Par exemple, elles avaient des métiers pour construire les châteaux, pour tout type de travail, le cuir, le fer, etc. Et apparemment, c'était beaucoup plus courant que ce qu'on pensait, qu'elles avaient un rôle dans la société au Moyen-Âge. Elles n'étaient pas autant exclues que de l'imaginaire qu'on en a. Du coup, je suis trop contente parce qu'en faisant toutes ces émissions, à chaque fois replaçant un contexte historique, j'ai l'impression d'en apprendre tellement parce que y a ce que j'ai appris à l'école. En vrai, c'est très superficiel et donc ils sont un peu obligés parfois de faire des raccourcis, des simplifications, ce qui est normal, quoi. Et je me dis aussi, entre quand j'étais au collège et maintenant, c'était il y a 10-15 ans, peut-être qu'il y a des nouvelles recherches qui sont sorties, des choses qui ont été vues sous un nouvel angle, ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Pardon, je vous disais, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos petits champs de blé. Une grande partie de l'iconographie de nos sorcières, que nous associons aux sorcières aujourd'hui, donc du chapeau pointu, du balai, a émergé, donc je disais, avec le lien de ces femmes brasseuses, donc qui faisaient de la bière. Car elles portaient des chapeaux hauts et pointus, afin d'être repérées de loin, car dans la foule, il fallait qu'on puisse savoir où aller pour acheter son propre breuvage. Et bien sûr, dans de nombreux cas, elles avaient un grand chaudron contenant la boisson. Et à cette époque, les femmes mariées et non mariées, qui n'avaient pas de véritable éducation pour quelque chose de précis, pouvaient exercer cette activité, et en plus elles se faisaient de l'argent, donc de bons bénéfices. Et ces femmes pouvaient vivre sans dépendre de leur mari ou de la prostitution pour survivre. Mais l'église chrétienne n'aime pas que les femmes soient indépendantes et qu'elles aient des connaissances. Elles devaient être à la maison pour s'occuper des enfants, tout en restant ignorantes. Ces femmes-là, donc elles portaient des grands chapeaux, comme je vous ai dit, pour se démarquer dans la foule, et elles vendaient de la bière dans des grands chaudrons, et elles avaient des chats, en fait, pour protéger de tout ce qui était rats, souris, mulots, etc., pour protéger les céréales, les herbes, les fruits secs et la levure, en gros, qui servaient à faire leur boisson. Et là, genre, mais tout est lié, c'est incroyable! Du coup, il y a vraiment tout l'imaginaire qui fonctionne bien. Sur l'image en bas à droite, c'est une reconstitution avec des humains qui a été pris en photo, récente, quoi. Mais on voit les chapeaux, alors ils sont pas pointus, mais ils sont hauts et plats et noirs. Donc voilà, on voit qu'elles avaient ça.
le chaudron, bon après le balai c'est pour que ça reste propre par exemple, parce que les petites grains de blé et tout ça doit aller partout, le chat pour chasser les mulots, les souris, etc. etc. Je trouve ça trop bien. Et en fait, j'ai aussi lu que, bah, comme on disait, quand il y a eu toute cette vague de l'église chrétienne qui a vraiment voulu enfermer les femmes, l'église a commencé à, comment dire, à monter l'histoire de dire que, en fait, ça pouvait être des empoisonneuses pour les discréditer, en fait, et que les gens n'aient plus envie d'aller acheter leur boisson, de dire qu'elles vendaient du jus de chaussette, des trucs pas bons, et qu'en fait, si les maris étaient bourrés le soir, bah, c'était de leur faute. Du coup, ouais, c'est complètement passionnant. Et, ouais, et donc voilà, donc elles ont été de plus en plus discréditées, ça a été de plus en plus dur pour elles. Mais les moines faisaient aussi leur bière, il y avait peut-être concurrence, peut-être. C'est vrai que j'ai pas entendu parler de ça, mais... Enfin, j'ai pas lu sur ça, pardon, mais c'est pas du tout improbable. Donc voilà, les hommes ont discrédité les femmes, comme toujours, et on voit que 500 ans plus tard, ça a pas trop changé. Mais c'est pas grave, là on les met en lumière, et en vrai je dis ça a pas trop changé, mais quand je vois les gens qu'il y a sur mon chat, en fait si ça a changé, ça fait plaisir. Oh non, un religieux qui bafoue les femmes, quelle surprise! Mais quelle surprise! Donc, ça c'était vraiment le truc qui m'a genre... Hier, ça blow my mind. Je sais pas comment on dit ça en français, exploser mon cerveau. Ensuite, dans les apparitions des sorcières qui ont marqué le cinéma, il y a eu la première, la sorcière de Blanche-Neige avec sa pomme empoisonnée. Dans, bien évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains, fait en 1937 par Disney. Elle montre à elle toute seule cette dualité présente dans l'imagerie de la sorcière. Tu étais pété son crâne d'après Twitter. Ok, merci Twitter. J'étais bouche bée. Bouche bée, c'est pas mal. Pardon, oui, un peu plus haut, je vous parlais du coup de la dualité entre la méchante sorcière qui était en général âgée et qui était du coup rabougrie, qui faisait peur, etc., etc. Et en VS versus la sorcière toute jeune, toute jolie et très 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 sexualisée, parce qu'en fait les artistes se sont emparés de... En gros, c'est comme avant avec l'Antiquité, c'était un très bon moyen de dessiner les gens tout nus. Bah là, ils ont fait, tiens, on dit qu'elles font des orgies, du coup ils sont pleins et ils sont tout nus, bah let's go, on va dessiner des gens tout nus, et donc hyper sexualiser les femmes, comme toujours, bon, des choses qui ne changent pas. Quoi qu'en vrai, c'était pas tant avant, ça a vraiment commencé là. Mais quelle surprise encore! Mais quelle surprise! Plus on va avancer, plus ça va être pire. Alors je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que je trouve que c'est rien intéressant à dire. Voilà, les artistes, écrasante majorité des mecs, se sont dit tiens, des meufs soutenues, bah attends, on va les dessiner, puis on va les mettre dans des positions toujours plus sexuelles et puis toujours plus jeunes, et puis voilà. Donc, voilà. J'ai pas fait un chapitre exprès par-dessus, je me suis dit que je vous en parlerai comme ça. Mais du coup, ouais, donc on va avoir cette dualité qui va être très présente dans tout ce qui sera sur l'imagerie de la sorcière entre jeune et jolie et vieille et moche. Et c'est aussi sûrement ce qui... Je ferai pas la blague sur ta phrase. Non. Et donc la sorcière de Blanche-Neige, donc ils ont refait un live action avec... je crois que c'est Angelina Jolie, l'actrice qui a joué Maléfique. Et on voit vraiment cette dualité entre droite et gauche, entre la sorcière très moche qui fait très peur et elle qui est vraiment très dans un idéal de femme fatale, quoi. Donc je disais, elle est belle et elle est prête à tuer pour ça. Donc bref, elle est prête à tuer pour être la plus belle en fait. Elle veut vraiment genre tuer Blanche-Neige. C'est pour ça qu'elle envoie le chasseur. Elle se transforme, elle fait avec sa boule de cristal et tout. Elle est vraiment... Voilà. Donc ça fait peur. Et... juste après, donc 2 ans après, il y a en 1939 la méchante sorcière de l'Ouest. C'est le personnage le plus redoutable d'Oz qui horrifie les habitants du monde fantastique depuis des années, provoquant la panique à chaque apparition. Pour aggraver les choses, la colère de la sorcière augmente encore lorsqu'elle découvre que Dorothy a assassiné sa sœur en lui lançant une maison par accident. Elle a donc juré de se venger de la jeune femme et de son groupe d'amis. Elle va fondre à la fin quand Dorothy lui jette de l'eau. Et cette scène, comme la scène de la confection de la pomme, puis la fonte de la sorcière, sont assez marquantes. Et j'ai lu aussi pas mal de témoignages de personnes qui font du film d'horreur qui ont dit que ces deux-là ont été vraiment des scènes qui les ont énormément
énormément marqué et qui leur ont donné envie après de travailler dans les films d'horreur. Comme quoi, il y a ceux qui sont traumas et qui vont juste avoir peur des sorcières pour toujours, et ceux qui ont fait trop bien, je suis trauma, je vais en faire des films. Il y aura un chapitre sur les Magical Girls japonaises. Non, j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. Je vais en parler un petit peu quand même. Mais en faisant mes recherches, j'étais ah, mais il y en a quand même plein. En fait, je n'en connais pas tant que ça. Mais j'en ai mis quelques-unes. Donc voilà, pour la dualité et les premières sorcières à apparaître au cinéma. Donc on voit vraiment, même dans Les Magiciens d'Oz, en fait, il y a les deux sœurs, si j'ai bien suivi, parce que je n'ai pas vu le film, j'ai vu beaucoup d'extraits, mais je ne l'ai pas vu. Mais de mes recherches, il y a vraiment la sorcière de l'Ouest, qui est la méchante. Donc elle est toute en verte et habillée en noir avec le chapeau pointu. Et la sorcière de l'Est, qui est toute en rose et toute jolie, mais apparemment elles s'appelleraient toutes les deux sorcières. Ça, que parfois les traumas d'enfance font naître des fascinations chez l'adulte, c'est vrai. C'est vrai. Alors moi j'ai trouvé des choses assez différentes dans mes recherches. Du coup j'ai trouvé soit que la sorcière de l'Est, celle qui est avec Dorothy, là si je dis pas de bêtises, et aussi sa sœur, soit que c'est sa sœur qui a été tuée, mais elle avait peut-être deux sœurs, bref je me suis un peu perdue dans le tout. Mais bref, on voit quand même un personnage tout le nez crochu, tout en noir, le balai, etc. qui fait peur, et l'autre toute jolie, tout en rose et tout. Donc il y a toujours cette dualité qui est quand même présente dans le film. Ensuite, je voulais parler nos coups de cœur, parce que je les avais demandés sur le Discord, et on en a eu quand même pas mal. Donc, bien évidemment, nos petites sorcières dans Harry Potter. J'avais envie de toutes les mettre, mais j'ai pas trouvé de photos de famille d'elles. Donc par exemple, pour parler de Hermione Granger, elle est d'origine moldue. Donc il y a un peu ce côté, ok, c'est une humaine elle aussi, peut-être que nous aussi, on peut être des sorcières. Et en fait, elle est très talentueuse et elle va devenir une super sorcière à Poudlard grâce à son amour du savoir, des livres et des artefacts qui lui permettent de suivre plein d'autres choses et apprendre plein de choses en même temps que les cours. Elle a une grande capacité... une grande capacité... C'est pas un sac. Elle a une grande loyauté pour apporter son aide précieuse dans ses aventures de Harry Potter. Et Minerva McGonagall, qui est la professeure principale de Gryffondor, talentueuse, magicienne et directrice de la maison de Gryffondor. Directrice adjointe de Poudlard, également professeure de métamorphose. Et elle est trop stylée, surtout dans la bataille, dans la dernière bataille là, où elle fait s'animer les statues. J'aime tellement cette partie-là. Il n'y a pas tout, hein, j'ai une deuxième page après, mais ça sera pour pas les films et séries, ça sera pour les livres. Merci pour les Discord Snap. Là je l'ai oublié, bah écoute, je peux pas... Bon bah Sabrina. Ah oui, avec son petit chat qui me terrifie en animatronique là. Ben, tant mieux. Non, je rigole. Petite pensée à toi, Sabrina. Je vais le mettre maintenant, tant pis. Bah vas-y, hein, mets-le maintenant. N'hésitez pas à en rajouter dans le Discord hein, si vous voulez. De toute façon, c'est le partage, on kiffe. Salem est adorable. Salem est terrifiant. Salem me fait faire des cauchemars. Et je l'ai découvert à 26 ans. Enfin, je veux dire. Y a Kawaii qui nous a parlé de Hocus Pocus, que je ne connais que de nom. Et du coup, ça m'a permis de me renseigner. Dédicace, Sabrina. Donc j'ai un petit résumé. Bien qu'elle soit actuellement une légende de Salem, les sœurs Sanderson sont... À chaque fois j'ai l'impression que c'est les sœurs Anderson, mais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Les sœurs Sanderson ont terrorisé les habitants du Massachusetts en volant leurs enfants pour se nourrir de leur énergie et rester ainsi jeunes pour toujours. Bien que les villageois aient réussi à les anéantir à ce moment-là, avant la mort des sorciers, ils ont jeté un dernier sort qui leur permettait de revenir à la vie si une vierge allumait leur candelle noire la nuit de la Toussaint. Lorsque cela se produira, les sœurs n'ont qu'une nuit pour pouvoir rester en vie et devront donc se nourrir de nombreux enfants innocents. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible, je pense qu'elles avaient l'air sympas sur les photos, ces trois sœurs. Bon, j'imagine que ça finit bien quand même, mais pauvres enfants. Après, c'était nos coups de cœur, mais les sorcières qui nous ont marqués. Hein. Je dis pas que Kawaii a dit que c'était ses sorcières préférées. Hein. J'avoue, dit comme ça, moi c'est le résumé que j'ai trouvé. J'ai vu, je l'ai copié-collé, je viens de le découvrir avec vous, j'avais pas eu le temps de le lire encore. Genre, mais et moi j'ai récemment découvert La sorcière de Narnia. Du coup, je nous l'ai mis sous Nénuf.
Les origines littéraires de la sorcière blanche remontent au neveu du magicien. La première apparition cinématographique de la sorcière a eu lieu dans Le Lion, la sorcière et le placard, où il est révélé que la femme malveillante est responsable de plonger Narnia dans un hiver depuis des années. Conscience que les fils d'Adam et les filles d'Ève sont les seuls à pouvoir mettre fin à leur pouvoir, la méchante sorcière fera tout son possible pour mettre fin à Pévensive avant qu'il ne soit trop tard. Elles sont drôles en vrai, c'est vrai, mais elles tuent des enfants. Enfin, moi ça me donne beaucoup envie de regarder le film tout d'un coup. Oui, mais elle a des loukoums, c'est vrai que les loukoums... Allez, j'ai mis Salem et un vote dans le Discord. Ah, pour savoir s'il est terrifiant ou pas. Je vais voter oui. Oh, j'avoue, le gif que t'as envoyé, il est cute. Mais c'est terrifiant quand même. Ça reste un Disney quand même. Ok, ça reste un Disney quand même. On suit la dame au loukoum. Et on mange les loukoums. Du coup, on a les infusettes qui nous a partagé son incroyable poster dédicacé de Charmed. Incroyable! Je sais pas si vous dites Charm avec genre comme en anglais ou Charmed. Je sais pas, moi je dis les deux. Tu m'as tué quand t'as quand t'étais en mode regardez mon poster dédicacé. J'étais en mode eh ouais, c'est trop stylé. Et par contre, moi je connais pas du tout la série Charmed. Surtout pas Charmed. Ok, Charmed. Alors. Enfin, ou autre chose, mais dis-moi. Et je dis, ah, mais en fait, toutes les images que je trouvais sur internet en tapant Charmed, c'était que des trucs. Je suis en mode, en fait, on dirait Friends. Je ne vois pas une once de magie. J'ai dû taper Charmed sortilège pour avoir cette image immonde en bas à droite, les effets spéciaux, mais j'étais là, mais c'est un enfer. C'est si moche. C'est si moche. Bon, après, c'était quoi? J'ai noté entre 1998 et 2006. On peut pas trop leur en vouloir. Début des années 2000. J'ai jamais regardé un épisode, j'y connais. Oui, fin des années 90, début 2000. Oui, vas-y, tu peux les... Pourtant, il y en a, mais c'est quand même moche. Mais genre, j'ai l'impression que c'était plus un truc de... où c'était un peu des histoires entre machin et machin. Bon, presque un peu plus comme Vampire Diaries. Presque plus des histoires entre les personnes que vraiment des vampires. Pour moi, il y a un gros flou sur Buffy, Charmed et Charmed. Ouais, moi aussi, pour moi, c'est la même chose déjà. Elles sont ringardes et découvrent les technologies des années 80. Du coup, elles sont dépassées et c'est drôle et adapté pour tout le public. Hocus Pocus. Ok. Ah, ça doit être rigolo. C'est vrai que ça dit comme ça a l'air plus sympa que elles mangent des enfants. Burke, non, quand même pas qu'on va avoir la Vampire Diaries. Moi, j'avais bien aimé Vampire Diaries. Toujours de fête, les infusettes. Personne pour me soutenir, personne, anyone. Attends, il y a personne pour Tip Tip avec Sabrina. Si, il y a quelqu'un qui a voté. Non, bah écoute, chacun a nos petits coups de cœur, écoutez. Et moi, j'ai rajouté aussi la saison 3, je crois, de American Horror Story, qui s'appelle Coven, qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vu, du coup, mais c'était assez cool. Donc il y avait un côté un peu, comment dire, organique dans la solidarité entre modes. Une manière vraiment très organique dont ils se sont appropriés la thématique de la sorcière. Donc ça se passe, je sais pas trop quand ça se passe, ça doit être assez de nos jours. Et il y a toutes des histoires de magie, de collants, de sortilèges et tout très, très sombre. Bon après c'est American Horror Story, on peut pas s'attendre à quelque chose de pas sombre, hein, j'ai envie de dire. Mais le côté ouais, très organique, j'ai beaucoup aimé. Pourtant je suis pas fan en général des trucs qui font très peur, mais celui-là j'avais bien aimé. Ensuite, deuxième page, coup de cœur. Je n'ai vu Charmed, ma sœur regardait, mais je n'ai jamais attiré. Pourtant j'aime les sorcières, par contre Sabrina et Salem je les aime. Ah, let's go. T'as 3 contre 1 pour Salem pour l'instant. Non mais sur l'image là il est mignon, mais montre tes autres gifs où il est terrifiant. Hein. Du coup là où on trouve aussi également énormément les sorcières, c'est dans les comptines pour enfants. Et dans les dessins animés en fait, ça a commencé en fait à devenir aussi des histoires pour les enfants. J'étais étonnée mais personne nous a cité Kiki dans leurs sorcières préférées ou celles qui nous ont marquées, donc je l'ai rajouté pour nous. Parce qu'en fait elles sont partout. Enfin moi je sais que personnellement j'ai l'impression d'avoir passé mon enfance entourée d'histoires de sorcières et pourtant je suis pas du tout dans une famille qui est portée là-dessus. Genre on fêtait pas Halloween, vraiment rien de tout ça. L'imagerie c'est une dinguerie. La texture de la couverture elle est soft. Elle est un peu comme les livres pour enfants qui vont dans le bain, je trouve.
Je connaissais pas Kiki enfant ado. Ah ouais. Moi, je me rappelle pas, mais je pense que je les ai connus assez jeunes, les Ghibli. Genre vraiment, vraiment jeunes, je pense. Moi, j'ai vraiment plein de bons souvenirs étant enfant avec les sorcières. Donc, comme je disais, j'avais le livre en bas à droite sur l'imagerie des sorcières et des fées. Et il était mais si inventif. Chaque illustration était détaillée et drôle. Et même, je l'ai racheté récemment. J'ai une confidence. Tu n'as pas vu Kiki la petite sorcière? Dis-nous tout. Vraiment, les modos, j'ai jamais vu Kiki. Mais c'est pas possible, ces modos. Pas Harry Potter, pas les Ghibli. Mais dis donc. C'est parfait, vous êtes en première ligne pour vous faire éduquer. Oh, mais t'es encore bien, Gif, trop mignon. Non, mais les trucs que tu m'avais... Mais ça, c'est la... Tu m'avais montré des trucs du chat, là, l'animatronique, qui m'avait trop mal. Je sais pas ce que tu m'as montré. Mais le livre de l'imagerie des sorcières et des fées, je vous le montrerai après. J'irai le chercher, il est trop cool. Toutes les images sont tellement inventives, détaillées et drôles. Je l'ai racheté, en fait, ouais, je l'ai trouvé à Emmaüs et je l'ai pris tellement je l'aimais. Et moi, j'avais aussi beaucoup les chansons. J'avais notamment La sorcière de minuit de Henri Dess. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Moi, je sais que je l'ai énormément écoutée. Elle faisait un peu peur. C'est la sorcière de minuit qui a cassé ma pendule. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu? Voilà réveillé dans mon petit oreiller. Ah, si j'étais Superman. Superman. Je lui balancerai mon nounours dans les jambes et mon oreiller sur la tête. Bon, je vais pas nous la mettre toute en entière, mais elle est super mignonne. Ma sœur a des fanatiques de Henri Dess, mais oui, la sorcière de Henri Dess. Et du coup, j'avais le CD. Est-ce qu'Henri Dess est immortel? Je l'ai vu en concert petite, il me paraissait vieux, et mon frère a emmené sa fille les voir. Ah, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. Mais il a toujours eu l'air vieux, je trouve. Mais tu sais, j'ai hésité à la mettre Caraba aussi, dans celle-là. Parce que moi, elle m'a beaucoup marqué, la sorcière Caraba. Dans les sens, pareil, encore sexualisé et qui fait peur en même temps. Camomille, la base. Et on arrive, bien sûr, du coup, en parlant des livres pour enfants, il y a Les Infusettes et Lou qui nous ont proposé La sorcière Camomille, qui est un recueil d'histoires, si j'ai bien compris, d'histoires et de jeux pour les enfants. Qui avait l'air très mignon aussi quand on cherche sur internet, les petits dessins sont très cool. Et il y a Tip Tip qui nous a proposé dans le Discord La sorcière de la rue Mouffetard. Du coup, ça, apparemment, ce serait un ensemble de contes qui parlerait des sorcières. Et là, celle-ci, et c'est assez drôle parce que je la connaissais pas, mais je connais le principe. C'est-à-dire que c'était une sorcière qui, en gros, quelqu'un a acheté une maison. Et une fois qu'il a signé les papiers, la personne qui lui a vendu la maison lui a dit « Il faut surtout pas dire 3 fois... Je sais pas ce qu'il faut pas dire 3 fois. Sorcière. Ah oui, c'est quoi sorcière? Sorcière, prends garde à ton derrière. Donc cette phrase-là est super connue. Et il faut surtout pas le dire 3 fois. J'aurais dû envoyer mes rêves de Magical Girl. Mais oui, vous auriez dû en envoyer plus. C'est Kawaii qui nous a proposé. Attends, j'arrive après. Et du coup, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Ça, c'est connu comme phrase. C'était un truc qu'on entend dans la cour de récréation et tout. Mais je connaissais pas du tout l'histoire. Et du coup, le truc de dire 3 fois, genre le truc de la dame blanche et tout, c'est hyper connu. Voilà, je me demande si ça vient de là. Bah voilà, oui, il y a sa petite image, c'est celle juste à droite de Nénuphar avec son grand nez jaune à côté de Henri Dess. Si vous êtes sur téléphone, ça doit être un peu plus dur à voir, c'est vrai. J'ai essayé de mettre plus grand parce qu'on m'avait dit de mettre plus grand, mais en soi, là c'est plutôt une émission à regarder sur ordinateur ou sur télé. Je suis désolée. Après, vous m'écoutez quand même, mais il y a les petites images qui sont accrochées. Projetées, toujours pas un professeur. Enfin bref, du coup, il y a aussi une énorme culture asiatique. Enfin, la culture asiatique, c'est aussi énormément emparé de l'iconographie de la sorcière qui vient des États-Unis, particulièrement du coup après la Seconde Guerre mondiale. Et on retrouve Kiki, la petite sorcière, Cœur sur toi, et le Little Witch Academia. Donc ces deux-là, je les ai mis parce que je les connais aussi. Il y a une partie des sorcières, on a encore toujours cette dissociation, pas dissociation, mais cette séparation entre les sorcières qui font grave peur, genre la sorcière de la rue Mouffetard, la sorcière de la chanson d'Henri Dess, elles font assez peur, et les sorcières qui sont au contraire super mignonnes et super gentilles, et en fait dans lesquelles on va énormément se retrouver. Et je pense notamment à toute la saga Harry Potter. Je sais un peu moins pour les séries du genre Buffy et Charmed parce que je ne les connais pas, mais elles sont un peu plus grandes, il me semble en tout cas,
pour la série, enfin Harry Potter et pour tout ce qui est Kiki la petite sorcière et tout, et même Little Witch Academia, on est clairement sur des enfants, enfin des jeunes ados enfants, qui vont avoir des problématiques qui sont mises dans un monde magique, mais qui restent très similaires au nôtre. C'est-à-dire, ça peut être des histoires d'amitié, des histoires de cœur, ça peut être des professeurs, aller à l'école, aller avoir le truc de l'apprentissage, mais en version un peu plus fun. Du coup, ce qui permet beaucoup en fait de se retrouver, parce qu'on s'identifie à fond dans toutes ces choses qu'elles vivent, ces petites sorcières. Et c'est cool parce que moi je trouve que ça met en avant aussi des meufs qui sont stylées, qui font des trucs stylés. Et ça change un petit peu des histoires parfois un petit peu gnangnan. Et Schnapp qui nous dit Magica Madoka, Liral Nanoa, Magical Girl of the End et Doremi Magic. Et donc il y en a beaucoup, donc voilà, l'industrie de l'anime au Japon a aussi beaucoup pris cette iconographie et on a fait plein. Un peu moins des sorcières terrifiantes, c'était vraiment le côté mignon en général, et le côté magique qui a pris le dessus. Donc on les retrouve énormément là-dedans. Magica Madoka, je les avais lus, j'avais adoré, je trouve ça vraiment très cool. J'avais adoré aussi, alors à l'époque, je les ai pas re sous les yeux, mais la façon dont c'était dessiné, j'avais beaucoup aimé ça. Je nous propose de passer à l'image d'après, mais je suis contente d'avoir fait cette deuxième partie. De nos jours. Donc on va se pencher sur les deux endroits où on retrouve le plus de nos jours la figure de la sorcière. Et dans le militantisme, et dans la sphère personnelle, que ce soit pour la guérison, la reconnexion à la nature ou la religion païenne. Les sorcières modernes pratiquent diverses formes de magie, de divination, de méditation et de guérison, en utilisant souvent des éléments de la nature, des herbes, des cristaux, des cartes de tarot et d'autres outils. Certaines l'utilisent comme outil de bien-être, développement personnel, self-care, et d'autres l'utilisent pour se reconnecter à leurs racines ou à leurs ancêtres. D'ailleurs, je serais super curieuse de savoir si parmi vous, il y en a qui font ce genre de choses, de magie. Et si oui, comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui tirent les cartes, le tarot, l'oracle? Est-ce que... je sais que les infusettes avaient un livre, tu m'avais parlé d'un livre sur le paganisme, je crois. Sur du coup tout ce qui est un peu païen. Et des trucs assez intéressants. Moi, il y a une artiste que j'adore qui s'appelle Ink, qui c'est ENDK, qui fait ce genre de choses. Et j'aime beaucoup. Sur Instagram, c'est très joli en plus ce qu'elle crée, je suis très fan. Et il y a tout cet univers magique et du coup, c'est... Ah, dis donc, merci Tip Tip, tu gères. Et c'est vraiment un ensemble que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait. Personnellement, le paganisme m'intéresse, la Wicca moins, mais j'aime les éléments. J'ai fait ma petite business qui me parle. Ouais, c'est souvent comme ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai toujours été intriguée par ça, mais j'ai jamais eu la patience de tout apprendre. J'ai l'impression tu pourrais acheter 50 livres que tu saurais pas tout. Il y a tellement de choix. Même j'avais un peu eu la même chose, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui est religion beaucoup plus zen. En plus, pas vraiment religion, plutôt façon de penser. Avec le stoïcisme, le bouddhisme, ce genre de choses, pour voir ce que je pouvais apprendre dans leur enseignement. En fait, il y a tellement de choses à voir que j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. J'aime bien le tarot et le spiritisme, j'aime beaucoup cet univers, même si je me suis calmée ces derniers temps. Ok, je suis curieuse, est-ce que... Enfin, si tu veux nous partager sur le Discord, après si t'es calmée, peut-être que ça te correspond plus, mais si t'as des choses qui te restent, est-ce que t'avais un petit hôtel et tout, parce que j'ai pas mal d'amis en tête qui ont des petits hôtels. Alors moi j'ai des hôtels à Harry Potter, mais on peut juste appeler ça des étagères de décoration, non? Mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il faut beaucoup apprendre pour tout ça. Et j'ai un chouï irrationnel qui me dit, en fait, ça va marcher en tant qu'effet placebo. Après, moi, je me le dis pour moi, hein. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez dans votre vie, et tant mieux pour vous si vous adorez ça et tout. Moi, pour moi, j'ai un côté rationnel qui me dit, ça va fonctionner en tant qu'effet placebo. C'est-à-dire que si je me dis, par exemple, on va prendre l'exemple une personne m'a dit récemment, ah mais là c'est la pleine lune, c'est pour ça que t'as plein d'énergie. Si je sais que ça va être la pleine lune, je vais, mon corps, il peut être capable de puiser beaucoup plus dans ses trucs pour fixer à la réalité. Alors que si, en fait c'est un peu le truc où le corps il suit un peu ce que le mental te dit, pas pour tout, et on peut pas aller au-delà de certaines choses, mais il y a un peu un côté où, si tu sais quelque chose, ton corps il va s'aligner dessus, et par le biais de confirmation, si ce jour-là tu vois 5 amis, il y en a 2 qui ont plein d'énergie, tu vas dire ah mais vous allez voir ça va être la pleine lune, alors que les 3 autres qui n'auront pas d'énergie, tu vas juste leur dire ah vous êtes moins sensible à la pleine lune. Un peu vraiment le biais de confirmation. Et donc j'ai une partie de moi qui me dit ça, et une autre partie de moi qui me dit mais ça a l'air trop cool, j'aimerais vraiment me pencher de plus dessus. Non, je m'étais intéressée mais pas pratiquant. Faut pas rire avec ça, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ça dépend ce que tu fais, hein. On parle pas Enfin, moi, je parle pas d'aller invoquer les esprits, hein. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir... moi, j'adore que mes amis m'en parlent. Moi, le seul truc sur lequel je suis pas réceptive, c'est l'astrologie. Je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai un blocage sur l'astrologie. Mais le reste, je trouve qu'il y a toujours des trucs assez intéressants. Je pense qu'on a tous besoin d'un peu de magie et de croyance dans la vie. J'ai fait un stage de bouddhisme dans un temple pendant 5 jours, ça m'a fait du bien. Oh, où ça? Un stage de méditation, mais non, trop bien. D'ailleurs, ancien créatif qui s'appelle maintenant a sorti une vidéo sur ça, l'ésotérisme actuel, et beaucoup de « je comprends, on a envie de croire en la magie, parler aux animaux, etc., prédire l'avenir ». Ok. J'enverrai mes rêves sur le Discord, trop bien. Inafi nous dit « Dans mon entourage... » Tout le monde me prend pour une sorcière car je ramasse des cailloux qui me plaisent et je les garde. Du coup, je crée mes cosmétiques, je cuisine avec des fleurs et mauvaises herbes. Je sais reconnaître les champignons et choses comme ça. Ah, mais ça, c'est les bonnes sorcières. Moi, j'aimerais être une sorcière comme ça. J'aimerais que les gens disent que je suis une sorcière parce que je suis capable de faire toute cette tambouille liée à la nature. Moi, ça me plairait beaucoup, tu vois. Et je comprends tout à fait sur le fait de ramasser des cailloux parce que je les trouve jolis. Deuxième fournée de gâteaux au four. Ils sont à quoi tes gâteaux à part au jus de pois chiches? Parce que moi je sais que j'ai grandi à la campagne en haut d'une montagne et on faisait déjà tous un petit peu ça quoi. D'aller se promener, de ramasser plein de plantes pour en faire des décoctions. Je sais que par exemple j'ai un très bon souvenir d'avoir un bocal de feuilles d'orchidées. D'orchidées, oui je crois, d'orchidées. Bon, en tout cas elles étaient blanches, elles ressemblaient fort à des feuilles non plus longues. Qu'est-ce que c'était? Bon, ouais, mauvaise élève. Bon, j'ai juste souvenir d'un bocal avec des grandes non, des grandes pétales, je vais y arriver, des grandes pétales de fleurs blanches dans une décoction d'alcool et en fait, non pas de laurier, ça ressemblait vraiment à des trucs du genre tulipes ou orchidées blanches quoi. Mais du coup, je pense que dans tous ces livres que je vois à chaque fois dans les librairies qui parlent de sorcellerie moderne et tout, je pense que ce qui m'attrait vraiment, c'est vraiment l'image que ça donne d'être... parce que pour moi, j'ai vraiment l'image de la sorcière, c'est une femme forte, c'est une femme puissante, c'est une femme qui est en connexion avec la nature. Je suis en mode, ah mais ça, c'est ce que j'ai envie d'être. Donc je pense que, pour être honnête, je pense que c'est plus quelque chose, la symbolique qui m'attire que réellement la pratique en elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'en faisant cette pratique, je vais devenir cette femme forte et proche de la nature. J'ai toujours été dans la nature un peu hippie. Du coup, voilà, ça me colle à la peau. Et c'est très drôle quand on me demande toujours des conseils sur des trucs improbables. Et effectivement, souvent, je sais trop mimes. C'est juste que j'adore prendre soin de plein de choses. Ah, c'est trop bien ça. C'est trop génial. Donc là, on voit les livres dont je vous parlais, qui sont ceux sur la magie et la Wicca traditionnelle, la magie blanche, ce genre de choses. Je connais pas mal d'amis aussi qui font des fioles de... En fait, elles décident de mettre une intention dans la fiole, elles mettent quelques petites plantes qui ont une symbolique sur ça, et après elles prennent la fiole avec elles. Et c'est vrai qu'il y a un peu un côté, je trouve, thérapeutique de poser ses émotions dans une fiole, de poser une intention, et ce genre de choses, ça va être cool, quoi. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça, ça aide à canaliser quelque chose. Et donc, un des qui est le plus connu, en tout cas qui est vraiment revenu dans toutes mes recherches, c'est le livre Witch Please de Taous Maraki, plus souvent connu sous le nom de Jack Parker. Et ce n'est pas un grimoire, mais plutôt un manuel pédagogique, une sorte de dossier Wikipédia qui serait un peu plus scruté et fouillé. Après quelques pages d'introduction et un avertissement, car oui, être sorcière n'est absolument pas un remède à tous les maux et les problèmes dans la vie. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas mal aimé, qu'elle a fait une introduction à ça, en disant que la sorcellerie ne doit pas être une recherche de solutions miracles. Je trouve ça cool quand ils se permettent de faire des petites intros comme ça pour rappeler que ça peut... Elle-même, elle est très en mode, ça peut rajouter un truc, mais ça va pas résoudre tous tes problèmes, quoi. On me l'a offert ce livre, personne, je suis nulle pour pratiquer les rituels, etc. Même si je veux, j'y pense pas. Ouais, moi aussi. Bah, moi, je l'ai acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et au final, j'ai bien aimé les premières parties, où ça parlait plus de la sorcellerie, mais après, quand c'était vraiment de la pratique pure et dure, ça m'intéressait beaucoup moins. J'arrive déjà à pas faire ce que je veux. Du coup, la sorcellerie, elle est devenue une pratique spirituelle, religieuse et magique reconnue, avec des mouvements tels que la Wicca, le néopaganisme et d'autres formes de sorcellerie moderne. Les sorcières contemporaines revendiquent leurs identités en tant que pratiquantes de la sorcellerie, souvent associées à la nature, à la magie, à la guérison, à la spiritualité et à l'émancipation.
Et le dernier chapitre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est sur les sorcières militantes. La sorcière signe aussi son retour en fracas dans les rues. Avec grand fracas dans les rues, des féministes se réapproprient cette figure ancestrale pour défendre leurs idées politiques. Intimement liée au féminisme et à l'émancipation des femmes, la sorcière, après avoir été brûlée sur les bûchers de l'histoire, revient en force dans les esprits, conviant les femmes à honorer leur féminité tout en se reconnectant à la nature et en se battant pour leurs idéaux. Alors, donc sorcière des temps modernes. On la retrouve principalement au sein de divers mouvements qui partagent tous une forme de rébellion à l'égard des structures d'autorité, qu'elles soient patriarcales, religieuses, politiques ou autres. On trouve leurs racines dans les mouvements féministes en 1970 aux États-Unis et en Europe, qui se sont emparés de la sorcière pour en faire un sujet de réflexion et d'incarnation de leur révolte. Face à la domination masculine du XXIe siècle, les femmes se sont de nouveau unies. En témoignent les mouvements féministes de MeToo et autres combats menés de front qui ont permis de libérer leurs paroles. Mona Chollet nous dit donc, depuis l'élection de Donald Trump, les groupes de sorcières ressuscitent. Les Witch, créés à New York en 1968. Et on voit aussi que dans la colonne du journal Pan, qui dit « L'administration Trump et l'écrasement du pouvoir par le pouvoir économique, puisqu'il est milliardaire et sexiste, puisque lui-même est un agresseur sexuel, suscite l'apparition des figures qui prétendent se dresser contre cette oppression. C'est un type d'affrontement étonnant parce que leurs âmes sont archaïques, mais elles ont l'avantage de ressusciter une histoire enfouie en remettant les mêmes acteurs en présence quelques siècles plus tard. » Donc on voit que ça en parle de partout. Et donc voilà, c'est vraiment cette association. Il y a aussi le White Bloc Paname. Donc, elle l'indique sur leur groupe Facebook, c'était des sorcières féministes radicales en colère basées en région parisienne, défilant anonymement et en non-mixité inclusive lors des manifestations politiques. Ce groupe s'est formé en septembre 2017 au sein du comité anarchiste de l'université de Paris 7 et a été mis en lumière à cette période-là, lors des manifestations contre les lois travail du 12 septembre et pour la journée mondiale du droit à l'avortement le 28 septembre. Et donc, on les retrouve ici, qu'il y a toute cette... elles sont là pour protéger la nature, elles sont là pour protéger les droits des opprimés. Toute l'image d'en bas, c'était pour militer contre ceux qui veulent interdire le droit à l'avortement. Et on les retrouve également, vu que la sorcière, c'est l'image d'une personne qui est en marge de la société, on la retrouve énormément représentée dans les milieux lesbiens et queer, incarnant un autre type de sexualité. Du coup, on voit vraiment que ça permet d'avoir une sorte de porte-étendard pour quelque chose qui est différent. Donc c'est bien de prendre les choses qui sont un peu marginalisées pour en faire de les porter fièrement. Donc voilà, les sorcières ont réinvesti l'espace public, elles ne se cachent plus et au contraire, elles se multiplient. Donc voilà pour la fin de l'émission sur les sorcières. J'espère que vous avez appris plein de choses sur cette double émission, je veux dire. Du coup, voilà, c'est fini. Je vous dis un grand merci pour votre présence, participation et intérêt pour tout ça. Si vous souhaitez soutenir l'émission et avoir un petit souvenir, vous pouvez faire un don sur Ko-fi, un don de votre choix. Il y a 3 paliers. Un palier don à moins de 10 €, un à 10 € et un au-delà de 15 €. Vous avez un petit quelque chose que vous pouvez même ramener chez vous pour avoir un souvenir chez vous. Et donc j'espère que vous sortirez de cette émission avec la satisfaction d'avoir découvert ou redécouvert. Mais oui, c'était super cool, mais oui. Et donc j'espère que vous avez pu apprendre plein de choses sur ce mouvement des sorcières, sur cette iconographie des sorcières, que vous avez passé un agréable moment, rempli d'art et de paillettes. Du coup, Nénuphar qui est la mascotte, bien évidemment. Et moi, vous souhaitons une bonne journée. On reste en stream, mais une belle journée de fin d'émission. Bisous aux gens de YouTube. Comme ça, je vous remonte vite fait les sorcières. Donc il y a au hasard de l'art, la frise. Ah bon non, on n'a pas fini, on n'a pas tourné la prochaine roue. J'ai failli oublier, il faut qu'on tire le thème de l'émission, de la prochaine émission. Vous avez la frise au hasard de l'art pour qu'on voit... Alors là, les sorcières, c'est pas trop sur la frise, mais qui est gratuite. Il y a déjà 3 personnes qui l'ont téléchargée, ça me fait trop plaisir. Il y a le soutien don libre, vous avez une petite carte avec Nénuf qui vous remercie, avec le merci à partir de 1 € et vous avez un don libre. À partir de 10 €, vous avez la carte avec une carte personnalisée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir l'émission, si vous avez les moyens, bien évidemment. Et à 15 €, vous recevez une carte personnalisée envoyée chez vous avec un petit objet en lien avec l'émission, que j'aurai crafté, bien évidemment.
J'ai eu peur. Repars YouTube, non. T'as une émote YouTube. Coucou YouTube. Ah, elle est trop drôle. Donc voilà pour le coffee shop. Et maintenant, je nous remets la cam parce que la caméra, on va tourner la roue. Parce que pour les gens qui ne sauraient pas, le principe de l'émission s'appelle Au hasard de l'art. L'idée, c'est de tirer au hasard. Ah, l'impressionnisme, on l'a déjà fait, je l'ai pas changé. Du coup, on a plein d'émissions et ça sera donc celle qui sera dernier samedi du mois de novembre. On va voir qu'est-ce qu'on tire dessus. On a Renaissance, art médiéval, antiquité égyptienne, parce qu'on a fait l'antiquité grecque la dernière fois, préhistoire, contemporain, art moderne, donc impressionnisme, ça sera tourne encore. Hop, je peux nous mettre un petit tourne encore. Mais on a baroque et donc c'est parti. La prochaine fois, à la place de tourne encore, je nous mettrai une émission spéciale parce que j'ai pas mal d'autres émissions que j'aimerais vous faire, mais ça prend beaucoup plus de temps de faire des émissions spéciales parce qu'il faut que je crée un truc, que je décide dans quel ordre je vous présente les choses. Alors quand je prends un mouvement, je fais de la création à sa dissolution. C'est quand même vachement plus simple. Donc, c'est parti. Roulement de tambour. J'ai toujours pas fait de roulement de tambour. Est-ce que vous êtes prêts? Mais c'est dans le Roi Lion, ça fait « Soyez prêtes ». Let's go. Et... Ah non, on a retiré l'Antiquité. Bon, on a retiré l'Antiquité. Let's go, c'est le hasard qui veut ça. Donc on se fait l'Antiquité égyptienne la prochaine fois. Non mais c'est trop bien, c'est la version égyptienne. Parce qu'on n'avait pas fait, je l'avais pas fait, j'avais fait l'Antiquité grecque. Donc le hasard a décidé que ça sera, qu'on parlera de l'Égypte antique la prochaine fois. Ça va être cool aussi, vous allez voir. Ça va être vraiment stylé. Je suis surhypée là. Ah, let's go. Let's go, let's go. Et moi aussi, je suis très contente. Ça veut dire que la prochaine fois, on parlera de l'Égypte antique. Ça va être cool. En vrai, moi, je suis contente parce que j'avais lu pas mal de choses sur l'Égypte antique en faisant les précédentes émissions. Comme ça, je vais pouvoir à fond me mettre dessus. Donc, let's go. Cœur sur vous pour la fin de l'émission. Et on se retrouve le dernier samedi. La dernière semaine, je vous tiens au courant sur le Discord et sur l'Instagram, bien évidemment. A priori, le 25 ou le 22, je referai un sondage, parce que normalement c'est le samedi, mais je crois que le mercredi, vous êtes plus chaud, et en même temps, le mercredi, on fait tous dodo le soir. Donc on verra comment ça s'organise. En tout cas, ce sera la dernière semaine pour sûr.